Donc, on va accueillir Pierre Bernard, qui est pilote du Design Lab chez Léonard, donc ici, à Vinci, dédié aux démarches de l'innovation collaborative auprès des entreprises du groupe. Il a co-animé l'association Rêve des scènes urbaines. Il a travaillé sur des projets de Smart Cities donc, au Moyen-Orient, chez Faber Novel et Impulsive Partners. Il a fondé Altern Urbaine, un tour des innovations de la France périurbaine. Et il va nous présenter du coup aujourd'hui comment construire des passerelles entre créativité et innovation en entreprise. Merci. Bonjour à tous et puis bienvenue chez Léonard, du coup espace et équipe à laquelle j'appartiens. Je vous expliquerai un petit peu plus dans ma présentation ce qu'on y fait. C'est intéressant, vous avez passé déjà toute une journée chez nous. Moi, quand Quentin, la Discool, m'a demandé de parler de créativité, ce que ça voulait dire chez un groupe comme Vinci, un groupe d'ingénieurs, j'ai essayé déjà de me replonger à il y a 8 ans, quand j'ai commencé à travailler, sorti d'école d'ingénieur aussi, me dire il y a 8 ans, ça voulait dire quoi d'être créatif. Est-ce que vous vous souvenez, il y a 8 ans, des événements qui s'appelaient les WAOP, les Win Innovation? Est-ce que certains ont participé à ces gros événements qui se passaient généralement dans des lieux immenses, XXL? Non? Personne? Ça faisait le buzz un peu dans tous les médias, dans le monde de l'innovation. Tous les acteurs, l'entrepreneuriat y participaient. C'était des gros hackathons qui venaient vivre l'expérience de ce que c'était la créativité pendant une journée, que ce soit en entreprise. Là, l'exemple que je voulais vous partager, c'était Cronenbourg, qui avait organisé un hackathon pour tous ses collaborateurs sur imaginer le futur de Cronenbourg de demain. Mais ça se passait aussi pour le grand public, les week-ends. Et moi, je me souviens avoir participé il y a 8 ans, du coup, à un hackathon au stade Groupama maintenant, à Lyon, où on était à peu près 1000 à imaginer des solutions pour demain. Tout ça pour vous dire, l'exemple était vachement parlant parce qu'on voit l'expérience qu'ils vivaient. Bah, c'est bon. Ouais. Eh, vous sabotez là, sabotez un peu tout là. Bah, j'avance parce que j'ai que 20 minutes. C'est pas grave, vous le retrouvez sur YouTube cette vidéo. Tout ça pour vous dire, j'avance du coup. Voilà. Tout ça pour vous dire, cette vision de la créativité, il y a 8 ans, elle a vécu pendant quelques années. Aujourd'hui, c'est un peu essoufflé, mais une créativité plutôt au service de l'entertainment, du divertissement, de l'épanouissement personnel, et de se dire qu'en effet, tout le monde pouvait créer, d'avoir les capacités de créer. Moi qui sortais d'école, qui rentrais en entreprise, c'était un peu le contre-exemple pour moi de la créativité. Se dire créatif pour se divertir dans un monde qui a besoin de changement et de transformation, c'est pas suffisant. Et du coup, plutôt de l'autre côté, il y avait une créativité aussi qui s'installait sur la transformation, l'accompagnement des projets. Et donc, il y a toute une myriade d'agences de design, de créativité qui se sont structurées. Là, je vous ai donné quelques exemples qui, depuis, ont été rachetés par des grands groupes de conseil pour vous montrer aussi l'ampleur que ça a pris. Mais se dire la créativité, c'était aussi ça il y a 8 ans. Et il y a 8 ans, Léonard, cet espace-là, a été créé aussi pour être au service du groupe Vinci, pour accompagner l'ensemble des entreprises dans des projets d'innovation et accompagnement durablement l'innovation dans les entreprises. Et si je parle de la créativité aujourd'hui à des collaborateurs Vinci, de la manière dont WAOP ou des hackathons pouvaient en parler, c'est la meilleure manière en fait de faire fuir moi les collaborateurs du groupe Vinci. Sauf si je parle à des directions plutôt de communication, RH, d'événementiel, ça peut arriver. Mais en l'occurrence, quand on doit parler de créativité, il faut parler plutôt des projets au service des collaborateurs du groupe et leur expliquer, ok, concrètement, créer, ça va permettre ça. Et donc on entend souvent autour de nous, ok, on a créé pendant une après-midi, mais après on fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est un peu la question cruciale que si elle arrive à la fin d'une journée, c'est-à-dire qu'on n'a pas très bien travaillé notre process de créativité, on a un peu loupé le coche.
Je vais vous donner un exemple parlant, concret de justement un projet qu'on peut accompagner, nous, Léonard, au service des entreprises du groupe. Et ça va mettre en parallèle aussi les interventions qu'il y a eu avant sur comment dépasser les barrières organisationnelles, culturelles, sur cet aspect dans un groupe comme Vinci. Et du coup, oui, il faut apprendre à se connaître, savoir dans quel environnement on navigue chez Vinci. Donc je vais vous faire une petite parenthèse pour comprendre qui on est, Vinci, et de savoir du coup comment on peut travailler ensemble. Alors Vinci, du coup, c'est un grand groupe d'ingénieurs. Mais ce qu'il faut savoir, juste en 2 mots, on est un groupe décentralisé, c'est-à-dire qu'on a une myriade d'entreprises sous la bannière Vinci qui travaillent aussi bien sur les activités de construction, d'immobilier, d'énergie ou de concession. Et chaque entreprise, en fait, a une autonomie, une prise de décision et d'action à son niveau, à son échelle régionale. On n'est pas dans un groupe centralisé où il y a une stratégie bien claire que tout le monde doit suivre. Chacun est maître de sa stratégie grâce à l'appui ensuite d'une visibilité qui est celle de Vinci. Et puis on est dans un groupe immense de 300 000 collaborateurs, à peu près. Donc ce qui suppose travailler ensemble, c'est savoir ce que fait son voisin. Ça commence à l'échelle régionale, mais il y a sûrement des choses à apprendre d'autres directions, d'autres entreprises qui sont à l'autre bout du monde. Et donc quand on parle de process de créativité, il faut jouer aussi avec cette question, cette échelle d'entreprise qui est la nôtre. Et puis Léonard, comme je vous dis, a été créé il y a 8 ans, du coup, pour essayer d'accompagner des projets de transformation et d'innovation dans un groupe décentralisé, de réunir dans un même endroit des expertises et des services pour accompagner du coup l'innovation et la créativité. Voilà comment le décor c'est celui-ci, donc un groupe qui est décentralisé, qui donne de l'autonomie aux équipes et dans la transparence aussi des activités de chacun par rapport aux autres. Donc fort de ça, nous, Léonard, on a un service qui s'appelle le Design Lab qui vise à accompagner par la facilitation des projets d'innovation, à les accélérer ou résoudre des problèmes complexes. Donc après, on fait quoi justement? C'est la question qu'ils nous posent. Je vais vous donner un exemple du coup de projets qu'on a accompagnés là sur alors le temps d'une journée pour le coup. On intervient nous plutôt à une échelle très opérationnelle, à l'échelle des territoires, à l'échelle de l'entreprise. On n'est pas à l'échelle de la direction Vinci. On va attaquer plutôt des décideurs, chefs d'entreprise ou direction opérationnelle de projet qui vont faire face à certains problèmes liés à leur projet ou leur équipe et on intervient à ce niveau-là. Et non pas dans des grands projets de transformation à l'échelle du groupe parce qu'encore une fois on a un groupe décentralisé et du coup il n'y a pas de stratégie transverse qui peut facilement se mettre en place. Je vais vous exposer 10 convictions, 10 grands principes que nous on s'applique pour essayer de dépasser justement les barrières de la créativité et donner toute sa valeur pour les entreprises du groupe. À commencer par, selon moi, il n'y a pas de créativité s'il n'y a pas de questions à se poser au départ. C'est bête de dire ça comme ça, mais souvent j'ai des décideurs qui viennent me voir en me disant j'ai envie d'une journée de facilitation avec mes équipes, voilà. Je dis ok, aucune question qui est posée, aucune problématique, mais c'est pour faire quoi? Ouais, mais c'est pour s'amuser entre nous. Et j'ai dit, en fait, il y a un bowling à 500 mètres. Vous n'avez pas forcément besoin de mobiliser nos services pour ça. Bon, j'exagère, mais ça arrive par moment. Mais la plupart du temps, il y a toujours un problème qui est posé. Le problème que je vous donne, ça, c'est un mail qui m'a été envoyé. C'était la première prise de relation, prise de contact avec un sponsor, du coup, un interne chez Vinci. En l'occurrence, un directeur de solution, une solution qui s'appelle Exegi chez nous, qui est un béton bas carbone. Essayer de décarboner le domaine de la construction, ça passe notamment par le béton chez nous. Et donc, on a une solution qui s'appelle Exegi, qui a différents seuils de décarbonation. Et aujourd'hui, elle se confronte, le directeur de projet, à une barrière marché, de go-to-market, de se dire notre solution aujourd'hui est trop chère sur le marché. Comment on arrive à dépasser cette barrière-là? Est-ce que vous pouvez nous aider? Le mail, il est un petit peu long, mais en gros, il dit tout, un peu tout, et c'est un peu la liste à l'après-vert de ce que la personne souhaiterait. Mais il y a une question de problématique avec le partenariat. Il y a un partenaire dans l'équation. Un partenaire aujourd'hui qui ils ont du mal à avancer ensemble. Il y a une question de pilotage de projet. Ils cherchent un chef de projet pour mener tout ça. Donc moi, j'explique que très bonne question, et on va vous aider du coup par la créativité et le design à tenter de la résoudre. Deuxième grand principe, c'est de ne pas s'arrêter du coup à la première question, mais inviter le sponsor à dépasser le premier prisme de vision qu'elle peut avoir sur le problème et lui poser les bonnes questions.
lui poser les bonnes questions pour tenter de creuser, c'est ce qu'on avait dit sur les 5 pourquoi notamment, mais surtout avoir une vision systémique autour de ce problème. C'est des méthodes de cadrage dans notre métier de facilitation et de design, mais en l'occurrence c'est hyper important chez nous parce que ça donne un cadre rassurant pour des ingénieurs comme nos collaborateurs chez Vinci, donne un cadre de réflexion qui permet de pousser plus loin la première question qui nous a été posée. Poser les bonnes questions, ça nous amène, à chaque fois que je vous donne des exemples concrets de livrables qu'on a à chaque fois sur le projet, poser les bonnes questions par rapport à ce sujet-là qu'on avait avec la solution de béton bas carbone, c'était de dire qui on met autour de la table pour réfléchir différemment à ce problème de go-to-market. Vous êtes des ingénieurs, est-ce qu'on ne mettrait pas des marketeurs un peu autour de la table? Ok, on n'a pas beaucoup de ressources en marketing chez Vinci Construction. Qui a cette sensibilité? Des économistes de la construction, des personnes qui sont plus proches des clients. Est-ce qu'on peut mettre un client autour de la table aussi? Et donc en l'occurrence, mon troisième principe, c'est de travailler sur l'interdisciplinarité dans le projet, et en l'occurrence dans la session qu'on va accompagner, et de le dire que souvent on entend on ne change pas une équipe qui gagne, donc ils veulent venir toujours avec leur équipe projet et tenter de résoudre le problème avec cette équipe projet alors que ça fait 6 mois qu'ils se posent le problème, toujours avec les mêmes personnes. Il faudrait peut-être changer un peu l'équipe au contraire, qu'elle gagne ou pas, mais du coup inviter d'autres personnes autour de la table. C'est ce qu'on a fait du coup sur le projet, aller chercher des clients chez Vinci Immobilier. C'est top parce que dans un grand groupe comme Vinci, en fait, on a parfois des clients en interne également à mobiliser. Des métiers qu'on ne connaissait même pas autour du projet qu'on va chercher. Et puis du côté du partenaire aussi, de le mettre autour de la table et d'inviter aussi ses ressources. Une fois qu'on a défini l'équipe, qu'on a posé un cadre, il s'agit de poser le périmètre de jeu pour la réflexion et le travail de créativité. Hyper important pour des ingénieurs de savoir où est-ce qu'ils vont, de ne pas les laisser comme ça, de dire on va créer et puis après on ne sait pas trop où on va. Donc du coup poser un cadre chez nous, ça veut dire bien sûr de poser la question, la bonne problématique de départ, donc la reformuler, et définir le livrable de sortie, sur quoi on veut atterrir. Ça passe par la créativité par moment, du coup de demander au sponsor, mais ça a quelle forme le livrable? Qu'est-ce que tu as envie? Et ça passe par le dessin par moment, parce que le formuler comme ça marche pas, et du coup on demande de prendre un stylo et de dessiner, ça ressemble à quoi, sur quoi tu veux atterrir. Et puis je suis convaincu qu'un process de créativité doit être timé dans le temps, un début et une fin. Il faut s'entendre sur, ok, au bout d'un certain temps on arrête le processus, et sinon on repart dans un nouveau processus si on n'a pas atteint le livrable de sortie. Une fois qu'on a posé tout ça, on peut lancer du coup ce qu'on appelle en tant que tel le processus de créativité, même si, je vous l'ai dit auparavant, on peut intégrer des méthodes de créativité pour répondre aux problèmes de cadrage. Et pour ça va rejoindre encore une fois ce qu'on a pu dire, ce que Brice a pu dire, notamment ce matin, sur la question du déconditionnement des participants. Ils arrivent avec des a priori, ils arrivent avec leur casquette d'ingénieur, casquette de client, et tout le but, c'est de les déconditionner par rapport à cette posture. Bien sûr, c'est important qu'ils gardent leur expertise, leur point de vue, mais qu'ils ouvrent le champ des possibles en proposant des cellules de déconditionnement pendant nos sessions de créativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Se dire, dans le temps qu'on s'est donné, de proposer une diversité de modules créatifs où on va les confronter aux autres, se confronter à soi-même, de les mettre dans des dispositions d'espace aussi différentes, que ce soit en plénière, tout seul dans une salle, et donc de multiplier ces modules-là de créativité. Je vous donne quelques exemples. Là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe chez nous en termes d'aménagement d'espace pendant l'atelier qu'on a eu. Et je vous donne quelques exemples, par exemple, de modules créatifs qui se sont passés pendant cette journée, qui reprennent bien sûr nos méthodologies de créativité sur du double diamant, sur du design thinking. Nous, on n'aime pas utiliser ces mots-là face à des Vinci parce que justement, ça met des mots purement créatifs qui peuvent les faire fuir, mais plutôt à chaque fois de renommer nos modules par rapport aux besoins. Je ne vais pas rentrer dans le détail là parce qu'on n'a pas le temps, mais ça reprend de diversifier les méthodes de travail par le dessin, par la construction, par le brainstorming, par la visualisation, de surjouer en effet les contraintes, d'avoir des modules à un moment créatif où on va surjouer les contraintes, de les mettre dans la peau de quelqu'un d'autre aussi par moment. Et si vous étiez le patron de Amazon par rapport à votre problème, qu'est-ce qu'il aurait fait? Donc on les invite à se déplacer le problème chez une autre entreprise. On les invite à travailler sur les scénarios d'usage au maximum, de travailler sur du concret, c'est ce qui parle, nous, pour des ingénieurs, donc de travailler sur des scénarios. Et puis toujours finir aussi sur de la prise d'engagement
dans nos sessions de créativité, c'est-à-dire c'est bien de créer, d'imaginer les idées, mais c'est bien aussi d'engager les parties prenantes à la fin d'un atelier comme celui-ci. Je vais revenir après dessus. 6e grand principe, c'est de se dire que tout le monde dans une salle n'a pas forcément la même appétence pour la créativité, la même aisance aussi pour se plonger dans un exercice de créativité. Et du coup, c'est important pour les participants, mais aussi pour le projet, de varier les échelles et les postures pour enrichir cette expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de se dire, par exemple, pour notre projet-là de béton bas carbone, de ne pas se situer uniquement à l'échelle du projet, du produit, mais travailler aussi à l'échelle individuelle. Moi, individu, qu'est-ce que j'ai à dire sur le projet? Parce que j'ai peut-être une casquette d'économiste de la construction, mais j'ai peut-être aussi d'autres choses à dire par mon personnel et ma vie perso. C'est travailler à l'échelle de l'entreprise, de dézoomer en fait, le projet à l'échelle globale de l'entreprise comme Vinci. Et plus largement, si on se met à l'échelle de la chaîne de valeur du marché, qu'est-ce que ça veut dire pour nos partenaires? Donc, à chaque fois, de moduler les prismes de créativité sur ces différentes échelles. Et puis, je vous ai dit, on donne un cadre de réflexion, cadre de travail, ce qui est rassurant pour eux. Mais il faut aussi laisser la place à l'inconnu, ne pas être trop rigide dans l'exercice et dans la méthodologie. Et du coup, de permettre parfois de sortir du cadre à certains moments dans un atelier, de laisser les participants avoir la liberté de creuser un aspect, de disposer dans l'espace ou de mobiliser des expertises qui sont différentes aussi de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Des choses simples chez nous, chez Vinci, mais c'est habiller l'espace de contenus qui sont parfois différents, divergents par rapport au sujet, qui peut à un certain moment inspirer les participants dans leur réflexion. Utiliser la facilitation graphique avec un intervenant externe complètement au groupe Vinci pour avoir un autre prisme de vision sur le problème, ce qui permet à chaque fois, dans des moments clés, de dézoomer, de sortir du cadre et de se dire qu'est-ce qu'on peut prendre en dehors pour le remettre au cœur de notre réflexion. Et puis, grand principe inhérent au principe de design, c'est bien sûr l'itération. Itérer sur notre sujet, itérer sur le problème et itérer sur ce qu'on a proposé. Ça veut dire itérer, ça veut dire prioriser, mais aussi à la fin atterrir une fois qu'on a considéré qu'on n'a plus rien à dire, plus rien surtout à retirer par rapport à la solution qu'on imagine. Et surtout éviter le phénomène j'ajoute des choses, j'ajoute. Non, la question c'est comment on enlève un maximum de superflu par rapport au problème qu'on a posé au départ. Enfin, on va arriver sur un 9e principe qui est sur la question du livrable. C'est hyper important chez nous, par rapport aux équipes, d'aboutir sur quelque chose qui est actionnable pour eux, de s'assurer, même si on ne tient pas à notre agenda de process d'atelier, de s'assurer qu'à la fin, on a bien une demi-heure où on travaille sur une prise d'action, une prise d'engagement, et le travail sur un livrable, c'est-à-dire les participants sont d'accord, on va se quitter à la fin de notre session ou à la fin de notre parcours sur quelque chose qui est actionnable pour chacun et une prise d'engagement en face de chaque participant. Ça, c'est hyper important pour s'assurer à minima qu'à la fin de ce process de créativité, on a un minimum de durabilité dans la mise en œuvre de ce qui aura été décidé. Et puis, le dernier grand principe, c'est de se dire la créativité toute seule, ça ne vaut rien du tout si on ne la repasse pas par rapport à un processus de transformation et d'innovation par rapport au projet. Et du coup, se poser la question des leviers et des indicateurs d'impact de projet sur lesquels on va intervenir. C'est toute la question de la légitimité de nous, cellules d'innovation et de créativité comme Léonard, de se dire on a des beaux indicateurs d'activité, c'est-à-dire combien de sessions j'ai pu animer, combien de participants ont pu intervenir. Par contre, se dire sur quel impact on a pu jouer sur les projets, c'est le plus difficile pour des laboratoires comme le nôtre. Ça, c'est un exemple d'impact sur lequel on réfléchit, de se dire, en fait, par la créativité, l'innovation, on intervient sur ces différents aspects d'impact qui sont propres à la culture Vinci, propres à l'organisation Vinci, mais à la fois à l'échelle individuelle du porteur de projet, se dire, on va jouer sur l'acculturation par la qualité d'expérience qui lui est offerte pendant une session de créativité, acculturation à nos méthodes. Et donc, ça se traduit en termes de KPI notamment par le turnover de ces sponsors qui reviennent nous voir, ou par des sessions de coaching où ils disent on est autonome, mais en fait, on a besoin un peu de coaching sur la bonne méthode qu'on va mettre. Sur la prise de décision et l'autonomie, est-ce qu'on améliore la capacité d'arbitrage des sponsors par rapport à un problème en étant passé par un process créatif, ou encore l'engagement, le nombre de prises d'action, d'engagement que des participants, des sponsors, 3 mois après un atelier, ont pu mettre en place. À l'échelle du projet, pareil, on pourrait se retrouver différents impacts.
que ce soit sur la question de la transparence, sur les promesses que les participants ont pu avoir entre eux, qui jouent dans les plans d'action, sur les rendez-vous qui sont pris a posteriori, sur la question de l'efficacité du projet, est-ce qu'on a fait gagner du temps au projet. Souvent on entend en fait d'avoir travaillé une journée avec vous, ça nous a fait gagner 3 mois sur le projet, qu'on peut traduire ensuite économiquement également si c'est possible. Et puis à l'échelle de l'entreprise, on va toucher plutôt des impacts de transformation organisationnelle. Parfois, il y a des prises d'action qui sont dites en atelier créatif qui vont chambouler peut-être un process. On va toucher à la marge, parfois d'une organisation, qui va toucher du coup l'organisation même des équipes. Ou bien encore sur les questions pour nous hyper importantes chez Vinci, des questions de synergie, d'interdisciplinarité. Se dire, une session créative, est-ce que ça a permis de créer une nouvelle communauté d'acteurs qui ne se connaissaient pas auparavant, et du coup une nouvelle communauté qui va pouvoir créer et construire ensemble après. Voilà ce que je voulais vous dire en 10 grands principes qu'on essaye de s'appliquer, qui permettent de donner un cadre rassurant pour nos clients. Et puis tout ça pour finir, pour vous dire que si on revient à des éléments, ce que je raconte du coup à des Vinci qui ont fait des parcours généralement d'ingénieurs, si on revient à des principes de chimie et de thermodynamique, je ne sais pas si ça parle à certains, le deuxième principe de Carnot en thermodynamique, non, c'est dire que dans un milieu où on a un écosystème bien séparé, avec des molécules bien séparées, ce qu'on a dans notre entreprise comme Vinci, l'entreprise A ne travaille pas forcément avec l'entreprise B, elles n'ont pas les mêmes expertises, les mêmes solutions. De passer par un processus créatif, ça permet de créer un nouveau équilibre, un nouveau système qui lui est mixte cette fois-ci, et surtout qui est irréversible. C'est-à-dire, en passant par là, ils ne reviendront pas au même système initial qu'ils avaient auparavant. Donc on a créé quelque chose de nouveau, et eu un impact sur leur organisation. Voilà l'équipe projet à la fin de notre journée. Et voilà, pour finir, pour vous dire que pour nous, la créativité, ce n'est pas une fin en soi chez Léonard, mais elle doit être mise au service du projet et de l'innovation de ces projets. Je vous remercie.